Alors, nous allons inviter Joël et Claudia à s'installer dans la chaire pour les questions qu'il y aura dans la salle. Pendant qu'ils s'installent, je dois vous dire que donc, nous avons ici mis un kakémono de challenge, puisque l'IRTS Hauts-de-France a un pôle numérique IA et data science qui s'appelle Challenge, avec l'équipe qui est présente, d'ailleurs, autant à la modération qu'à la facilitation micro. Donc vous retrouvez ici tous les champs d'expertise de Challenge sur le e-learning, sur l'IA et la data science, que nous travaillons avec notre partenaire du LARIS notamment. Y a-t-il des questions, réactions? J'ai vu beaucoup de questions, réactions en ligne. Y a-t-il des réactions présentielles? Merci Yann. Je pense que dans le déroulé, Yann, je vais te faire un reproche. Il eût fallu d'abord écouter Madame, puis Monsieur. Parce que, et ça rejoint la question de Bertrand tout à l'heure sur les GAFAM et compagnie, il y a un point important, c'est le gain de temps. Dans le premier cas, le gain de temps va vers plus de collaboration, plus d'écoute, plus de réflexion, etc. Dans un deuxième cas, alors je pense que ce n'est pas un cas extrême, et j'en parlerai après, on parle déjà de gain de productivité et donc d'accompagner plus de monde. Mais j'ai bien entendu M. Rioux dans une certaine limite. Et dans votre propos liminaire, vous aviez bien dit que votre objectif était d'abord de permettre de faire vivre votre entreprise et qu'il fallait un chiffre d'affaires pour faire vivre l'entreprise, payer les salariés et rendre un service. Vous n'avez pas évoqué la rémunération d'actionnaires ou de fonds de pension, etc. Et quand on imagine l'impact de l'IA dans certains secteurs, je ne suis pas forcément très inquiet à ce stade dans le travail social que je connais bien, dans les structures gérées par des associations où la question de l'éthique qui était présentée tout à l'heure par Patrick Banneux, je pense et je l'espère, reste encore d'actualité. Mais on sait bien que notre secteur commence à être impacté. Si on va par exemple sur le secteur de l'accompagnement des personnes âgées par des entreprises du secteur privé, dont certaines doivent rendre des comptes à des fonds de pension avec des objectifs de rentabilité. Je pose tout simplement la question de ce temps gagné. Est-ce qu'il ne sera pas utilisé, non pas pour essorer les travailleurs sociaux qui le sont actuellement, en tout cas dans un certain nombre de ces structures pour personnes âgées, mais tout simplement pour gagner en chiffre d'affaires, pour gagner surtout en bénéfices et pour donc reverser des dividendes à des entreprises. Et sur ce secteur-là, Madame Aïka, si je ne me trompe pas, vous disiez tout à l'heure que le travailleur social ne sera jamais remplacé par l'IA. Là aussi, dans le secteur des personnes âgées, il y a quand même, on entend, on voit des projets assez avancés sur des accompagnants peu humains et plus robots. Alors c'est parfois un peu gadget, mais je pense que la question se pose. Bien sûr qu'il y a une rémunération des actionnaires aussi, évidemment. Mais s'il n'y a pas de rentabilité dans une entreprise, si vous voulez, il n'y a pas de salariés, il n'y a rien. Et d'ailleurs, moi je parle de là où je suis, c'est-à-dire une petite PME. Et aujourd'hui, vous avez un taux de mortalité des PME en France qui est monumental, qu'on n'a jamais connu depuis 2009. Donc je vous rassure, le problème que la France va avoir à affronter, ce n'est pas du tout celui de la rémunération du capital des petites PME, mais c'est est-ce qu'il va en rester? Il y en a 150 000 en France, pas 1,5 million. On parle beaucoup de la création d'entreprises, majoritairement ce sont des gens seuls dans leur coin. Mais votre question, elle est absolument pertinente. Mais je trouve que moi, je vous la renverrai en disant regardez les associations, regardez les institutions publiques. S'il n'y a pas de gain de productivité dans les institutions publiques et dans les associations, je crains que le paysage économique s'assombrisse considérablement, et on va le voir très vite d'ailleurs dans les mois qui viennent. Ce que je veux dire par là, c'est comme toujours, si jamais l'IA permet d'améliorer la charge mentale des travailleurs sociaux, ce qui est en partie possible, si l'IA permet d'améliorer la qualité de l'accompagnement dédié aux usagers, ce que je crois fermement. Je n'en ai pas parlé, mais en fait, vous savez, la manière dont on remonte de la data anonymisée à nos clients fait bouger les politiques sociales des entreprises. Alors moi qui ne suis pas du milieu, j'ai découvert plein de choses, mais effectivement, on est capable,
à notre niveau, d'apporter des informations qui font bouger les lignes de la politique sociale d'une entreprise. Après, le partage entre quel temps va être laissé à l'analyse, à l'approfondissement des situations, à la formation des personnes, eh bien, ça dépend beaucoup, effectivement, des gens qui sont dans une posture de dirigeant. Et mon discours n'est pas du tout peut-être celui que vous entendrez ailleurs, d'une autre personne, mais je pense que c'est exactement la même chose dans un service public où j'ai entendu récemment quelqu'un qui a un poste très important à la CNSA qui disait j'espère que l'IA va générer des économies. Et elle parlait de sa fenêtre en disant si on ne trouve pas d'économies, c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Donc vous voyez, c'est aussi à chacun, à chaque cadre, à chaque personne qui est en situation, comment dire, d'agir, de voir aussi comment on va répartir ces gains de productivité qui ne sont pas un gros mot, hein, je le répète, pas de gains de productivité, pas d'augmentation du niveau de vie dans un pays. Donc la question, c'est effectivement comment on les répartit, et moi j'ai pas de réponse. Je sais seulement que si c'est vrai qu'on met la pression sur les gens à la mesure des gains de productivité de l'IA, alors là, on va perdre tout le monde, mais c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que vous allez bousiller les entreprises, les institutions, etc. Et pour l'anecdote, j'ai participé à une conférence avec un neurophysicien, bon, je ne savais pas que ça existait, et qui avait passé sa vie à faire des études, il s'était baladé dans le monde entier, etc. Et il a dit la chose suivante, c'est-à-dire exactement ce que mes AS m'ont dit. Il m'a dit, avant l'arrivée de l'IA, je travaillais 30% de mon temps à 100% de mes facultés. Et 70%, je faisais des choses qui me permettaient en gros, de me régénérer. Depuis l'arrivée de l'IA, il a dit c'est magique, je vais pouvoir travailler 100% de mon temps à 100% de mes facultés. Et son expérience, c'est de dire au bout de 3 jours, c'était fini, il ne pouvait plus travailler, il était épuisé intellectuellement. Donc voilà, si vous voulez, les limites, elles viennent très très vite, et les gens qui sont plutôt dans la pensée transhumaniste, voilà, c'est une espèce de course sans fin qui, on ne sait pas où est-ce qu'elle nous mènera. Et juste pour répondre au fait que la machine est déjà en train de remplacer dans certains secteurs l'humain, je pense que c'est un positionnement aussi à prendre par rapport à ça, de ne pas se laisser entraîner en fait, parce que l'humain, il doit rester central. Et même si on voit l'intervention de plus en plus de machines, de robots, la machine n'a pas cette capacité à avoir des émotions. Même si elle peut mimer l'émotion, la machine, elle ne peut pas ressentir des choses. Donc je crois que c'est à nous, aux humains aussi, de ne pas nous laisser entraîner par l'IA. C'est plus facile à dire qu'à faire, je pense, mais il faut qu'on lutte contre ça. Merci beaucoup. J'avais aussi une question un peu dans ce domaine-là, sur l'impact de l'IA et du temps que ça a pu libérer, donc de l'argent aussi derrière que ça peut générer dans ce que vous avez pu évoquer dans votre présentation. Et je m'interroge aussi au coût environnemental de l'outil, de ce que ça peut générer sur l'utilisation de l'eau, du dioxyde de carbone, enfin tout ce qu'on connaît. Et je ne sais pas si l'entreprise, votre société, elle réfléchit aussi à l'impact que ça peut avoir et à la compensation, du coup en parallèle, qui peut être proposée, pour pouvoir aussi compenser quelque part l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, qui est quelque part un coût un peu invisible pour la société, pour l'entreprise, qui peut ne pas être trop perceptible comparé à l'argent ou au temps que ça peut générer à côté, qui est très clair à pouvoir réinvestir dans autre chose. Mais ce coût-là pour l'environnement, je me dis ça, il impacte un peu tout le monde, il impacte notre monde. Comment une entreprise, alors cette question elle pourrait évidemment être posée à toutes les grosses entreprises d'IA générative, et j'entends bien, mais je me dis aussi les entreprises, les associations, les sociétés qui aujourd'hui veulent se développer sur cet outil-là, on parlait d'éthique, comment elle implique aussi cela pour avoir un usage éthique, compensé peut-être de ce que ça peut générer comme coûts environnementaux à côté. D'abord, on est sur un modèle où la quasi-totalité de nos salariés travaillent en distanciel. Donc déjà, nous avons des salariés qui n'utilisent pas du tout leur véhicule. Nous avons des salariés qui ont une empreinte carbone personnelle dans leur travail qui est ultra faible. Deuxièmement, comme vous l'avez peut-être compris, on utilise l'IA non pas en disant à chaque personne dans l'entreprise fais tes prompts, débrouille-toi avec ChatGPT, avec Claude, avec Gemini, avec tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on canalise complètement l'utilisation de l'IA.
contrairement à ce qu'on peut penser, on utilise beaucoup moins l'IA que les personnes. Si on avait 30 personnes chez nous qui utilisaient en permanence l'IA, on ferait ce qu'on appelle du shadow IA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'IA de l'ombre. Et vous pouvez regarder dans vos pratiques professionnelles combien de personnes autour de vous l'utilisent, mais de manière complètement non cadrée, et comment dire, pour le coup avec de vrais risques sur les données personnelles, etc., etc. Donc moi je crois qu'au contraire, on a une maîtrise très grande de l'IA, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup moins d'impact sur l'environnement que les gens qui l'utilisent sur leur téléphone en permanence pour demander tout et n'importe quoi. On a une utilisation qui est extrêmement limitée par rapport... D'abord, on n'est pas ni une entreprise d'IA, ni une entreprise qui a des data centers. On l'utilise de manière encadrée et réglementée. Et je dois dire que, parce que votre question est très intéressante, elle me fait penser à plein de choses, on combat l'utilisation de l'IA désordonnée. Parce que le vrai risque, c'est ça, du point de vue des données personnelles, du point de vue de l'environnement et du point de vue de l'impact sur le cerveau des gens. C'est-à-dire si vous n'êtes plus autonome et que l'IA est partout, c'est votre béquille, ça devient un vrai problème. Et d'ailleurs, vous savez, vous connaissez l'adage, on dit l'argent c'est un mauvais maître mais un bon serviteur. L'IA c'est pareil, mauvais maître mais bon serviteur. Du coup j'avais une question aussi du chat. Alors une question en question. salle et puis après des questions en ligne. Oui. C'est une question pour Monsieur Rioux. Marion Ponce, cadre pédagogique à l'IRTS de Los et assistante sociale de formation. J'ai une petite question concernant l'IA et l'entrée en relation. Comment l'IA gère l'entrée en relation avec les personnes accompagnées qui est nécessaire au travail social? Comment l'IA gère les demandes implicites qui ne sont pas exprimées oralement par les personnes accompagnées? Et comment l'IA gère également la notion de secret professionnel qui encadre le métier d'assistant de service social? En 45 minutes maximum. D'abord, la mise en relation, elle est faite, si vous voulez, par une communication qui est faite dans les entreprises. On prend contact, soit par téléphone, soit par mail, soit par une application, avec le travailleur social. J'ai parlé de l'entrée en relation, c'est-à-dire ce qui se crée quand on rencontre les personnes. Écoutez, alors c'est très simple, sur les 3 questions que vous avez posées, l'IA ne fait rien du tout. Ça n'est pas du tout, la dimension dans laquelle on travaille avec l'IA. Ce n'est pas sa fonction. Voilà, l'IA est un assistant pour l'assistant social. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle vient faire ce que madame a extrêmement bien expliqué, donc c'est vrai, peut-être que vous auriez dû parler avant moi, elle vient tout simplement prendre en charge ce qui est de l'ordre du travail répétitif et extrêmement consommateur en énergie et en mobilisation intellectuelle pour la personne. Après, le travailleur social reste parfaitement libre de corriger, amender, utiliser ou non le travail qui a été fait par l'IA. Mais vous comprenez bien que, dans les exemples que j'essaie de montrer, pouvoir synthétiser automatiquement un entretien, c'est un énorme gain de temps. Après, vous avez 2 attitudes par rapport à ça. Soit vous dites l'IA travaille de manière merveilleuse et je ne regarde plus et donc c'est bon, c'est fini. Soit vous dites c'est un assistant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, mais je garde ma distance critique et je garde ma capacité à modifier ce qui doit l'être, à enrichir ce qui doit l'être. Mais en aucun cas, ça vient remplacer la relation humaine. C'est plutôt, comme vous l'avez très bien dit, c'est plutôt dans les tâches répétitives, dans les tâches administratives que là pour le coup, il y a des gains considérables. Des questions en ligne ? Alors, oui, donc il y avait des questions. J'avais aussi un commentaire à faire sur la présentation de ETIS, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, du coup, j'avais travaillé 2 mois sur le projet, et on voit l'évolution de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on se souvient à l'époque de l'IA, des briques de technologie qu'on utilisait. Si on devait refaire la question aujourd'hui, on n'aurait plus du tout les mêmes usages technologiques. Et tout ça pour dire que la technologie avance tellement vite que même les plans doivent évoluer au fur et à mesure, surtout sur des plans d'études de 2 ans, 3 ans, où l'usage va évoluer, ce qui fait qu'en fait, on va faire d'autres projections. Si jamais, Claudia, tu veux mettre un mot là-dessus, sur le fait que les technos utilisés entre le début du projet et maintenant ont vraiment évolué. Et l'une des questions du chat, c'était pour Responsage, sur la question de la transparence du cadre légal et quelles règles en fait sont aujourd'hui utilisées et fixées sur l'usage des IA, l'usage des data,
comment sont utilisées les datas et est-ce qu'il y a une certaine transparence ou pas de l'usage des datas pour les utilisateurs, auprès des utilisateurs? Est-ce qu'on leur explique comment leurs données sont utilisées, comment elles sont stockées, etc. Alors, peut-être juste en introduction à cette question-là, dire qu'effectivement, il y a des cadrages réglementaires. Plusieurs intervenants en ont parlé, Anna Rourka notamment. Il y a l'AI Act qui cadre les usages et qui cadre d'ailleurs non seulement pour les fournisseurs à des systèmes d'intelligence artificielle, hein, donc OpenAI pour ChatGPT, etc., etc., et également pour les utilisateurs sur la transparence, etc. Mais s'il y a des cadrages qui restent opposables, beaucoup d'intervenants l'ont dit, ce qui va faire la différence, c'est la formation des utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser l'outil en toute conscience, en toute responsabilité, en toute éthique. Juste pour dire quelques mots par rapport à l'évolution des technologies. C'est vrai qu'au départ, on était sur de la récupération manuelle, de la carte mentale qui a été produite avec tous les schémas, tous les plans. Nous avions créé une table Excel, hein, pas plus bête que ça, avec une colonne catégorie, donc les sous-thématiques par sous-axe et par département. Et donc toute cette partie aujourd'hui peut être déléguée à l'intelligence artificielle. Et vous allez peut-être me demander pourquoi tout le travail ne peut pas être délégué à l'intelligence artificielle. C'est simple, parce que c'est très coûteux, c'est très consommateur en fait en termes d'énergie, et on ne sait pas où vont les données en fait. Alors que là, en créant un outil interne, c'est vrai que ça va nous prendre beaucoup plus de temps à développer, mais on sait que les données sont sécurisées, sont au LARIS, et l'outil est utilisable par tout le secteur, par tous les départements de ETIS, de l'IRTS, voilà. Et les données restent vraiment en local, dans nos machines, et ne vont pas sur des serveurs américains ou chinois. Alors, effectivement, ça fait partie, Claudien, de ce qu'on aborde dans notre formation niveau 2, c'est-à-dire que les 3 questions, une fois qu'on a compris comment ça marche et qu'on sait utiliser, etc., il y a 3 questions. La première, est-il nécessaire que j'utilise l'IA pour cette tâche-là? Peut-être pas. La deuxième, puis-je assumer la responsabilité de la décision ou de la proposition que l'IA me fait. Et troisième élément, je ne l'ai plus, elle reviendra tout à l'heure. C'est toujours comme ça. Il y avait d'autres questions, Sofiane, en ligne? Sofiane Chouard. Je vais peut-être répondre à la question, Yann, quand même, vas-y. puisqu'on m'a posé une question. Évidemment que nous suivons aussi tout ce que la réglementation produit, et vous avez vu que la réglementation, elle produit énormément de choses. Donc nous, un des éléments clés pour nous, c'est effectivement l'hébergement de nos données, qui sont hébergées en données de santé chez Orange, parce qu'effectivement, il y a la question de savoir où tout part après. Et de toute façon, on a les datas qu'on adresse, par exemple, à nos clients, sont des datas qui sont évidemment systématiquement anonymisées. On n'a pas besoin de savoir qui fait quoi et où. Et si jamais on a des datas ou un nombre de personnes limité sur un site qui nous contacte, eh bien, on ne va pas détailler le nombre de personnes pour pas que les situations puissent être, reconnaissables. Après, il faut pas se leurrer. On se protège au niveau auquel on peut se protéger. Quand vous voyez que la NTS est piratée, quand vous voyez que les hôpitaux publics sont piratés, que des mairies sont piratées, que l'État français est piraté, on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais je crois que c'est le problème, si vous voulez, d'absolument tout le monde. Donc, un des éléments, et Yann a absolument raison, fondamental là-dedans, c'est la formation, pour le coup, à la sécurité des salariés. On ne répond pas à n'importe quel mail, on ne fait pas n'importe quoi. Et puisque je parle de mail, j'arrête là, mais vous comprenez aussi que dès qu'on rentre dans le monde numérique, à partir du moment qu'on envoie un mail, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous on minimise absolument l'utilisation des mails, eh bien, qui peut dire je n'ai jamais envoyé un mail à la mauvaise personne, voyez ? Et balancer un mauvais mail avec des données dedans qui sont des données personnelles, confidentielles, c'est très problématique. Et évidemment que les outils électroniques permettent ou augmentent la possibilité de faire beaucoup d'erreurs.